Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition 2020 des Hivernales Servier en oncologie qui se déroulera dans un format digital après une année 2020 compliquée, bien sûr, Covid-19 oblige. Alors c'est vrai que la prise en charge des cancers digestifs ne repose pas seulement sur un choix de traitement et la relation entre le médecin et le malade est critique dans cette perspective. C'est une dimension donc qu'il est impossible de négliger. Les associations de patients peuvent y jouer bien sûr un rôle très important. Nous verrons donc dans un deuxième temps comment les associations de patients peuvent apporter un support complémentaire pour le patient. Mais nous allons commencer par discuter de certaines difficultés auxquelles les oncologues peuvent parfois être confrontés avec Emmanuel Samalin qui est oncologue et gastro-entérologue à l'Institut du cancer de Montpellier et le professeur Astrid Lièvre, qui est oncologue et gastro-entérologue au CHU de Rennes. Alors Emmanuel Samalin, je crois qu'on commence avec vous pour la première diapositive. Bonsoir à tous. Je crois qu'on l'a vu sur la présentation précédente, comment il pouvait être difficile pour nous, oncologues digestifs, sur une première consultation, de décider d'un traitement au vu de la diversité des présentations. Donc, c'est vrai qu'une première consultation d'oncologie pour mise en traitement, c'est à la fois, bien sûr, du temps, mais surtout de l'analyse et de la synthèse rapide de la situation, puisqu'on on rencontre le patient, son histoire personnelle, ses antécédents familiaux, qu'est-ce qu'il a déjà vécu sur le plan médical, le traitement qu'il prend, quel âge a-t-il, sa maladie, comment s'est-elle révélée, sa symptomatologie, est-ce que son caractère est menaçant, est-ce qu'on est sur une maladie oligométastatique, résécable, est-ce qu'on est juste en situation d'une chirurgie potentielle de la tumeur primitive, qu'est-ce qu'on a comme imagerie, et on l'a vu, l'importance aussi du profil moléculaire de cette tumeur pour, pendant tout ce temps de discussion où on est quand même dans la rencontre et dans l'échange avec le patient, analyser les différents traitements potentiels pour lui. Ensuite, il y a bien sûr, selon les symptômes, tout ce qu'il va falloir mettre en place pour soulager le patient rapidement. Donc, ça va être la prise en compte de ses douleurs, la prise en compte de son état nutritionnel. S'il est âgé, on sait que même si on a une idée précise de son traitement, on va quand même demander à l'oncogériatre de le voir. Le psychologue, est-ce que ça va être important de l'intégrer dès la prise en charge initiale du patient? Tout ce qui concerne l'activité physique adaptée. Voilà. Et puis après, quand on amorce le traitement, qu'on commence à débattre du traitement, là, il va falloir définir avec le patient, et dès cette première consultation, les objectifs. Parce que c'est vrai que si on dit au patient, vous allez commencer un traitement et puis on verra ce que ça donne, ça peut paraître un peu flou et on risque de se retrouver aussi en difficulté sur les consultations ultérieures. Donc, c'est un temps très important. Il va être d'autant plus intense que le patient va aussi stimuler les questions et puis on va, nous, s'adapter à son discours. C'est-à-dire qu'on prend aussi la personne là où elle en est. On ne peut pas précipiter toutes les informations ou le surcharger d'informations. Si la personne est en état de sidération, c'est un petit peu compliqué. Donc, des fois, il faut qu'on renouvelle la consultation pour cela. Ensuite, il va y avoir toutes les contre-indications, prévoir l'uracilémie, les interactions médicamenteuses, prévoir la pose du dispositif veineux implantable. Et enfin, comment on va évaluer l'efficacité et quelles sont éventuellement les possibilités derrière. Si on prévoit un essai thérapeutique, là, il y a du temps aussi sur la signature du consentement, les éventuels prélèvements ou imageries complémentaires, avec une rencontre avec l'attaché de recherche. Et puis, j'ai pas tout mis sur la diapositive qui était déjà chargée, mais il y a aussi chez les patients jeunes tout l'aspect préventif de la fertilité. Donc, il y a ce côté-là à aborder sur certains traitements. Et parfois, selon les antécédents familiaux ou l'âge du patient, la consultation d'oncogénétique. Donc, tout ça va amener à confirmer l'attitude en RCP pour déterminer aussi si secondairement le patient pourrait être éventuellement résécable ou pas. Et ensuite,
Une fois qu'on a expliqué ça au patient, il va falloir définir ensemble s'il peut accéder à ce traitement qu'on imagine pour lui. Parce que parfois, on a aussi des patients qui ne souhaitent pas intensifier, qui ne souhaitent pas avoir tel ou tel effet secondaire par rapport à leur vie personnelle ou professionnelle. Et derrière, il y a la consultation d'annonce avec le dispositif d'annonce, le plan personnalisé de soins et toutes les ordonnances, la planification des rendez-vous et le courrier. Maintenant, comment une association de patients peut nous aider? Astrid, je te laisse continuer. Astrid. Alors effectivement, on a vu que donc dans cette consultation d'annonce, il y avait énormément de choses qu'a décliné toutes ces choses Emmanuel. Et à côté de ça, il y a des thématiques qui sont finalement rarement abordées par manque de temps. Et donc j'ai listé un certain nombre de choses, tout ce qui est cancer et alimentation, ça c'est extrêmement fréquent, tout ce qui est cosmétique, qu'est-ce que je dois faire avec mes cheveux, je fais une coloration, est-ce qu'il faut que j'arrête de colorer les cheveux, les voyages à l'étranger, l'activité professionnelle, dois-je continuer, puis j'allais faire mon travail, continuer mes voyages professionnels à l'étranger. Alors en ce moment c'est un peu particulier dans la période Covid, mais l'activité sportive, l'activité sexuelle et affective, tout ce qui est effectivement attrait au prêt immobilier, et puis aussi tout ce qui est médecine alternative. Et là, on a énormément de patients, de plus en plus, j'ai l'impression, en tout cas dans ma pratique, qui ont un accès ou qui souhaitent et qui sont demandeurs et qui sont des utilisateurs fréquents de médecine alternative. Donc, ils nous parlent pas toujours. Donc là, c'est important d'essayer quand même d'aborder ça. Et donc, il y a la naturopathie, la phytothérapie, qui peuvent avoir des conséquences sur les traitements en termes d'interaction médicamenteuse. Donc, ça, c'est vraiment des thématiques du quotidien, je dirais, finalement, du patient. Qu'on a, on le voit bien, pas du tout le temps d'évoquer ou trop peu. Et ça, c'est vraiment les choses pragmatiques. Mais après, si on va dans les choses plus psychologiques, plus philosophiques, c'est aussi pouvoir discuter avec le patient de quel sens donner à sa vie. Il a plein de questions, comment trouver sa place dans la société avec sa nouvelle image de patient avec un cancer, comment parler aussi de son cancer avec ses proches, avec ses enfants, comment gérer le temps qui lui reste en situation palliative, comment gérer l'après-cancer, et ça c'est pas toujours simple, et je crois que là on sous-estime complètement les difficultés qu'il peut y avoir après l'arrêt des traitements adjuvants, comment se reconstruire. Clairement on voit bien là, et j'ai certainement oublié plein de choses, le fossé entre finalement les préoccupations à la fois du quotidien, mais aussi les préoccupations plus philosophiques, plus psychologiques, plus profondes que peuvent avoir les patients, et puis nos préoccupations plus terre à terre presque qu'on a en tant qu'oncologue, à se concentrer sur les traitements, où finalement c'est la stratégie thérapeutique qui guide un petit peu nos préoccupations. On a vu quand il faut que je récupère le profil moléculaire, mince, il a des antécédents familiaux, y a-t-il une prédisposition héréditaire au cancer, etc., etc. Et donc on voit bien que finalement dans un temps réduit de consultation, on aimerait pourtant, mais on est forcément limité dans l'abord de ces questionnements. Et donc, diapositive suivante, on en vient à ce que nous, finalement, les oncologues, qu'est-ce qu'on attend d'une association? On a essayé de réfléchir avec Emmanuel, c'est clairement d'avoir... d'être un lieu d'échange, en écoute pour les patients et un lieu d'échange pour éviter le sentiment d'isolement, tout ce qu'on n'a pas pu discuter justement au cours des consultations, un lieu de partage d'expériences entre les patients pour répondre aux multiples questions pratiques que les patients se posent au quotidien, des adresses utiles, des contacts utiles, des associations d'activité physique adaptées, des conseils juridiques, bancaires, psychologues, des aides pour les gardes d'enfants, et puis également des supports d'information qui permettent d'expliquer de façon plus didactique, parce que parfois on utilise probablement des mots un peu trop compliqués pour les patients, même si on essaye toujours de se mettre à un niveau le plus compréhensible possible. Donc c'est toutes ces choses-là, mais c'est également aussi ce qu'on attend de l'association, c'est aussi au-delà
peut-être un certain militantisme auprès des instances politiques et décisionnelles, au coude à coude avec les oncologues, pour essayer de faire bouger les lignes dans le domaine de l'accès aux molécules innovantes. On l'a vu dans la session précédente, de l'accès à un portrait moléculaire des tumeurs plus systématique, plus accessible, et puis au remboursement ensuite de certaines activités qui vont dans le sens du bien-être des patients, l'activité physique adaptée, et des choses aussi très terre à terre, comme des soins dentaires secondaires à des complications de traitement. On se retrouve avec les patients se retrouvent avec des factures parfois faramineuses qui ne sont pas remboursées. Et puis donc apprendre aussi des patients, avoir plus d'échanges finalement dans des groupes de parole, ça nous apporterait certainement plus. Voilà ce qu'on voulait vous dire en préambule avec Emmanuel, mais on va surtout laisser la parole à l'association. Merci beaucoup Astrid. Oui, nous allons enchaîner tout de suite sur le soutien et le rôle complémentaire que peuvent avoir donc ces associations de patients avec Madame Colette Casimir. Bonjour. Bonjour. Et Madame Laure Guiraud-Acolas qui est avec moi. Bonjour. Toutes deux membres de l'association Mon Réseau Cancer Colorectal. Donc Colette Casimir, c'est à vous. Très bien. Voilà, donc très clairement, tout ce que qu'Astrid vient de présenter et Emmanuel, nous sommes tout à fait en phase. Et d'ailleurs, l'objectif de Mon Réseau Cancer Colorectal, c'est vraiment cela, c'est-à-dire rompre l'isolement, partager l'espoir, apporter un soutien aux patients. Et je dirais que ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est le fait qu'il soit un réseau social, hein, donc n'importe où bien les patients peuvent y avoir accès. Et il est essentiel qu'il soit anonyme, donc ce qui permet de libérer la parole des patients et sécurisé. Et ils ont, comme le disait tout à l'heure dans la présentation, donc tout ce qui est trouver des adresses utiles, participer à des événements, et je dirais surtout avoir accès à des informations fiables, vérifiées, et surtout également pouvoir échanger avec d'autres patients. Donc nous avons par exemple créé des groupes. Nous avons un groupe sur la stomie, un groupe sur tout ce qui concerne l'incontinence urinaire ou fécale. Nous venons juste de créer récemment, et ça je pense que ça va être intéressant, un groupe qu'on a appelé DPC, hein, parce que on est très peu de patients à pouvoir échanger à ce niveau-là. Donc, vous voyez, l'objectif vraiment là, c'est que les patients aident les patients et qu'ils trouvent le soutien dont ils ont besoin. Donc, en fait, il y a eu le baromètre Curie via Voice en 2015 qui a démontré lors de cette enquête que 86% des Français souhaiteraient échanger, partager avec d'autres patients ayant la même maladie, parce que il est très clair que on a besoin de parler à des gens qui nous comprennent. Donc c'est pour ça que c'est important ce type d'association, et on en est très fiers. Diapo suivante. Donc en fait, la façon dont nous voyons notre interaction avec les soignants, c'est vraiment de la co-construction. On insiste beaucoup sur ce terme co-construction, on le fait d'ailleurs aussi avec les patients, mais c'est vraiment pour favoriser une écoute mutuelle, parce que notre objectif, c'est vraiment de remonter les besoins qui sont exprimés par les patients sur le terrain et vraiment de co-construire. Comme je le disais tout à l'heure, des ressources adaptées. Par exemple, les patients ont souvent besoin de se préparer à leur traitement. Et quelquefois, ils n'ont pas suffisamment d'informations à ce niveau-là. Donc, ce sont des ressources que l'on peut co-créer avec les soignants et des informations pratiques également pour les patients. Et je dirais que ce que on souhaite faire également, c'est tout ce qui concerne participer en fait dans la formation des soignants, parce que nous pensons que nous pouvons apporter beaucoup de notre expérience. Nous sommes d'ailleurs plusieurs à être patients experts, ingénieurs en éducation thérapeutique et tout cela. Donc, nous pensons qu'il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Et je dirais très, très concrètement, il faut nous faire connaître.
C'est-à-dire qu'on attend de la part des soignants de faire connaître notre association aux patients et à d'autres soignants de façon à ce qu'ils le fassent connaître aussi à leurs patients. Voilà. Diapo suivante. Voilà, donc là, le focus est mis sur ce qu'attendent en fait. Qu'est-ce qu'attendent les patients des soignants? Donc, ça dépend où ils sont dans leur parcours. Donc, au cours du parcours de soins, l'explication du diagnostic. On l'a vu tout à l'heure, l'annonce. Très souvent, vous soignants, effectivement, tenus quelque part à le faire en 2 étapes, parce que la première fois, c'est vraiment la sidération, donc il faut pouvoir y revenir. Préciser, comme je le disais tout à l'heure, les différentes phases de traitement et leurs répercussions sur le parcours de vie. Alors, je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'il y a 2 heures de cela, sur notre réseau, nous avons un patient qui s'est connecté et qui nous demande en fait, comment dirais-je, d'identifier un patient qui aurait un cathéter intra-artériel hépatique parce qu'elle va avoir du folfirine directement dans le foie, et en fait elle s'inquiète beaucoup. Elle dit beaucoup d'inquiétude dans ma petite tête. Comment la vie avec ce cathéter, est-ce que un patient qui a eu cette expérience pourrait nous en parler? Comment se sont passées les cures? Quels sont les effets indésirables? Donc, les patients, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment du très concret. Et c'est vrai que nous, sur notre réseau, plus on aura de patients dans notre réseau, plus on sera à même de pouvoir identifier des patients qui pourront apporter des informations dont ils ont besoin. Mais c'est vrai que quand on ne les trouve pas, nous, ce qu'on attend des soignants, c'est que les soignants, sans violer évidemment le secret médical, mettent en contact nos patients avec le leur. Alors, évidemment, tout ce qui est décision partagée au niveau des traitements plus éclairés, avec une bonne écoute des patients, montrer de l'empathie. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus. On est conscient que dans la formation, il faut mettre une certaine barrière entre les médecins. Je pense que c'est comme ça que la formation est faite. Mais c'est vraiment essentiel pour nous, patients, de sentir en fait que nos soignants ressentent un peu la détresse que l'on peut avoir, et ça facilite effectivement de pouvoir aborder certains sujets, et je tiens à dire que par rapport à la liste qui a été présentée tout à l'heure par Astrid, les patients sont conscients que les oncologues n'ont pas le temps, hein. Par contre, pouvoir leur dire qu'il y a des soins supports au sein du centre où ils sont, qu'il y a l'infirmière de coordination qui pourra mieux les guider. Voilà, c'est des choses comme ça dont ils ont besoin. Et je donne un autre exemple qui est très très concret. Quand on parle de la sexualité, de la vie intime, en fait, on n'attend pas de l'oncologue qu'il aborde dans le détail ce sujet-là, parce c'est un sujet aussi gênant pour le patient et gênant pour le soignant, parce que cette personne n'est confortable là-dessus. Par contre, comme on le sait, au niveau du cancer colorectal, il y a des opérations qui sont quand même assez complexes et qui peuvent avoir un impact, je dirais, à cause de la chirurgie. Donc, en fait, il faut que le patient soit conscient qu'il y a potentiellement un impact de façon à ce qu'il puisse anticiper. Donc, voilà, on est vraiment très pratique. Alors, accompagner spécifiquement les récidives, ça, c'est clair. Alors, après les traitements, donc ce sentiment d'abandon que ressentent les patients, c'est vrai que il faut les aider à anticiper cette fin de traitement pour qu'elle ne soit pas trop brutale. Je le disais tout à l'heure, orienter vers les soins supports pour mieux se remettre. Et alors là, dans le contexte métastatique, alors très clairement, il faut vraiment adapter l'annonce de la maladie métastatique, parce que c'est un tel choc pour le patient. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Et puis toujours orienter vers les soins supports adaptés à ce contexte métastatique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons, on n'a plus beaucoup de temps pour beaucoup de questions. Je vais vous poser une question quand même, Laure Guéroult-Colas. C'est sur cet aspect, est-ce que les malades attendent on a vu qu'il y avait des attentes de part et d'autre.
Comment, vous qui avez l'habitude de traiter ce genre de sujet, vous voyez la solution? C'est-à-dire qu'il faut que les malades aillent dans les congrès, il faut que les malades montent des associations mixtes? Non, je crois, enfin déjà, on peut parler de ce qu'on propose, nous, avec mon réseau cancer colorectal. L'idée, c'est que finalement, c'est un espace accueillant, anonyme, où finalement les patients experts vont pouvoir accueillir et répondre, orienter. Il ne faut pas oublier, tout le monde est spécialiste là, de cancer colorectal, mais franchement, cancer colorectal, on n'en parle pas volontiers à tout le monde. Donc il y a déjà aussi l'idée de pouvoir poser, de briser les tabous, de pouvoir échanger entre personnes concernées. Et finalement, on parle beaucoup d'empowerment, il y a cette idée-là, c'est-à-dire finalement donner la possibilité aux patients, exactement comme vient de le dire Colette, de se préparer, anticiper, comprendre ce qui m'attend. Ça fait baisser en fait aussi l'anxiété, la peur que de savoir comment se passe l'examen, comment se passe la chirurgie, ce à quoi m'attendre, qu'est-ce qu'il faut prendre dans ma valise, toutes des choses tout à fait concrètes. Et puis pour en revenir aussi de façon un petit peu plus large, plus il y aura de patients sur ce réseau, plus on sera en capacité justement de répondre aux spécificités qui se développent énormément dans toutes ces pathologies. On voit bien qu'on parle de biologie moléculaire, qu'il y a plein de sous-groupes différents, les traitements vont être différents. Pour certains, ça sera des thérapies ciblées, pour d'autres, ça sera de l'immunothérapie. Donc, il y aura d'autres questions spécifiques. Et on a besoin de faire descendre la complexité du monde médical vers des explications vulgarisées et adaptées à ces personnes. Et c'est aussi en ayant suffisamment de personnes qu'on sera en capacité, par exemple, de pouvoir faire des contributions aux médicaments qui sont proposés par la Haute Autorité de Santé. Donc, jouer ce rôle, je dirais, dans l'advocacy, dans l'aide à l'accès à l'innovation. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête, qu'on travaille déjà au niveau de l'association dans les autres réseaux qu'on a. Donc, on va aussi pouvoir bénéficier de tout le travail qu'on a déjà entrepris pour, je dirais, aller le plus vite possible pour ces patients dans le cancer colorectal. Mais il y a un enjeu majeur, c'est de nous faire connaître, parce que sincèrement, avec le Covid et tout ça, pour l'instant, on est quand même voilà, pas très nombreux sur le réseau, et grâce à cette soirée et à l'intérêt vraiment que je souligne, et je remercie beaucoup le professeur Astrid Lièvre et le docteur Samanin de leur accueil, en fait, de leur intérêt pour ce sujet. Et en tant que tel, c'est une innovation, je crois, qu'il y a eu une séquence de ces rencontres hivernales pour les patients. Eh bien, Emmanuelle Samanin, vous êtes interpellée. C'est quoi votre take-home message et votre conclusion, s'il vous plaît? Donc, mon réseau cancer colorectal, cette association de patients, c'est un véritable relais de notre prise en charge et de la consultation. Et je pense que c'est à tout moment de l'évolution de la pathologie du patient. Merci. Est-ce qu'il faut le proposer à tout le monde? Me demande une question de l'audience. Systématiquement ou uniquement à ceux qui souffrent? Je crois qu'il faut informer de son existence. Après, le patient va se connecter ou ne pas se connecter, ça sera son choix. Mais je crois que l'information, de la même façon qu'on informe de la possibilité de soins de support et d'accompagnement, je crois que c'est important que le patient ait l'information. Et nous, on peut être un relais, l'infirmière d'annonce peut être un relais. Dans les salles d'attente, il y a des flyers, il y a tout un tas de supports pour ça. C'est la fin de cette émission sur l'édition 2020 des Hivernales, une 4e édition passionnante qui a, je l'espère, permis de répondre aux questions que vous posiez actuellement sur les cancers digestifs. Merci beaucoup à nos invités, merci à notre partenaire Servier. Je vous dis à très bientôt sur Fréquence Médicale.